allons laisser la parole à Brigitte. Et puis, vous aurez la parole, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous désirez. Voilà, donc excellente soirée. Et c'est parti. Alors, Brigitte est partie en Mongolie et elle est revenue chamane. Donc, comment est-ce que ça se passe? Et Brigitte décrit... Alors, ce que je veux dire, en fait on est chaman, voilà. Mais j'étais reconnue chamane. C'est en 2 temps. Mais on ne devient pas chaman. Mais on est reconnu chaman. Ça, c'est important. Et oui, ça fait une énorme différence. Et tu parles d'avoir reçu l'appel de partir en Mongolie. Donc, à quoi ressemble cet appel? Comment est-ce que ça se traduit quand on entend l'appel? Donc, jusqu'à présent, je m'étais intéressée à la spiritualité à travers différentes pratiques. Entre autres, j'avais fait du zazen, j'avais connu les groupes Gurdjieff. Et je peux dire qu'en termes d'énergie, donc quand j'ai entendu parler d'Enketuya, j'ai été vraiment investie par cette force de l'appel qui me disait d'aller au lac Kousko, de la rejoindre, alors que j'avais des a priori concernant le chamanisme. C'était une pratique, je ne m'étais jamais intéressée au chamanisme, parce que pour moi c'était des hurluberlus, très folkloriques, ça me faisait plutôt rire. Mais face à cette énergie qui m'a vraiment investie, c'est comme si je n'avais pas eu le choix. Il fallait que je rejoigne la chamane Enketuya au bord du lac Kousko, c'est-à-dire dans cette région sibérienne, à la frontière de la Russie, à 8000 km d'ici. Alors tu pourrais nous dire en quelques mots qui est Enketuya? Alors Enketuya, c'est une grande chamane mongole, mais qui a toute la simplicité, j'allais dire, d'une femme, on va dire normale, entre guillemets, qui est avant tout une chef de tribu, et qui aussi qui appartient à la tribu des Tsatanes et des éleveurs de rennes. Et donc, il y a sa vie spirituelle, mais il y a aussi sa vie de mère de famille, de femme subversive, puisqu'elle a 62 ans et son mari en a 39. Donc ça, dans la société mongole, c'est quelque chose à remarquer. Elle a 5 enfants, et donc elle arrive à conjuguer et sa vie spirituelle et sa vie de femme, je dirais. Alors donc, tu arrives en Mongolie, tu ne sais pas très bien ce qui va t'attendre. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots encore, comment tu as été accueillie par Enketuya? Alors l'expérience, elle est très très forte à ce moment-là, parce que c'est une expérience émotionnelle très forte, parce qu'on se retrouve devant le tipi, je me retrouve devant le tipi est fermé, et à un moment je me dis, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est comme un grand saut dans le vide. Et la toile du tipi s'ouvre, et là vraiment on se tombe dans les bras. Il y a quelque chose de très très fort qui se passe, et comme si on s'était toujours connus. Et elle me dit, mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Il y a eu d'emblée une forme de reconnaissance qui nous alliait, et c'était parti, je dirais. Enketuya est assez avare de paroles. Sa phrase fétiche, c'est les esprits t'enseigneront. C'est-à-dire que à partir du moment où elle permet d'être en relation avec l'invisible, ce sont les guides, les esprits qui nous guident par rapport à nos actions. Alors, si tu avais refusé d'entendre l'appel, qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé? Alors, on peut toujours avoir son libre arbitre, hein. C'est-à-dire que les esprits n'imposent rien. Alors moi j'avais, mais je ne le savais pas, j'avais ce qu'on appelle la maladie chamanique. C'est-à-dire que j'avais le sentiment souvent que j'allais m'évanouir. Alors quand j'ai dit ça à Enketuya, parce qu'il y avait une traductrice, donc on a pu se parler sur des choses très précises, elle m'a dit « Ah mais t'inquiète pas, c'est la maladie chamanique !» Donc rien de grave. C'est-à-dire c'est quand les esprits, alors en Mongolie on les appelle les ongodes, viennent vous chercher, parce qu'en fait ce sont les ongodes qui choisissent de venir à vous, les esprits, et que quelque part on n'a pas encore pris conscience, on n'a pas encore identifié que les esprits et que les ongodes allaient venir, et donc on est dans un espèce de trouble corporel qui fait qu'en effet notre conscience est modifiée et qu'on a l'impression qu'on pourrait s'évanouir. Mais plus on chamanise, plus en fait on arrive à maîtriser ce phénomène, dans la mesure où on accepte d'être chaman. Puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on est chaman.
et après on pratique. Le chamanisme, c'est avant tout une expérience. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, sur cette forme de simplicité qui fait que l'invisible est vraiment... c'est comme une porte qui s'ouvre. Et ça a tous les attributs du réel, même si on rencontre des présences qui sont invisibles. Alors, ça peut être en effet des animaux, mais ça peut être aussi des présences angéliques, et toute forme de présence qui appartiennent à différents mondes. Et ça, il n'y a que dans l'expérience qu'on peut le découvrir. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir d'a priori en se disant ça va être comme ça et pas autrement. Parce qu'en fait, faire le voyage chamanique, c'est jamais pareil. Alors, ce qui nous amène à une question donc super banco dès le départ. Qu'est-ce qu'un chaman? Eh bien, je dirais qu'un chaman, c'est une sorte de relais avec le monde de l'invisible, un intermédiaire, qui permet en fait d'apporter des réparations aux gens qui viennent le voir. Il est avant tout au service justement de son prochain. Il ne s'appartient pas, le chaman. C'est là où la responsabilité en fait de l'engagement est quelque chose de très entier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être chaman à moitié. Et donc le chaman a des aides, qu'on appelle les ongodes, donc les esprits. Et face à un problème, donc les ongodes, les esprits sont très caractérisés, avec un caractère, comme tout un chacun. Et face à la demande de la personne qui vient le voir, donc un esprit arrive plutôt qu'un autre pour justement apporter, alors ça c'est un maître mot qui est très important dans le chamanisme mongol sibérien, pour apporter réparation. Parce que dans le chamanisme, avant tout, on répare. Alors moi j'aime bien l'idée du garagiste, c'est-à-dire une personne vient avec un dysfonctionnement, et à partir de là, donc, on va trouver les bons outils, ou plutôt le chaman va pouvoir canaliser l'ongode qui va lui venir en aide pour pouvoir réparer le dysfonctionnement. Si je ne suis pas claire, vous me dites. Hein. Alors donc, au fur et à mesure de la pratique, il y a un certain nombre d'ongodes qui se rajoutent. Moi j'en ai 16 pour le moment, qui sont de toutes sortes, si vous verrez dans le livre. Et alors ce qui est toujours très gratifiant, c'est que quand on fait une cérémonie au tambour, mais pas forcément, c'est-à-dire face à une difficulté, face à un problème, ou même spontanément, vous pouvez avoir une nouvelle présence qui vous arrive, et vous savez que quelque part cette présence, elle aura cette fidélité envers vous, et il vous viendra en aide au moment où vous l'appellerez. C'est comme ça qu'un grand chaman, alors en Mongolie on dira tom chaman, alors on rit beaucoup là-dessus parce que Enketuya dit il y a les tom chamans et il y a les chichik chamans, c'est-à-dire les grands chamans et les petits chamans. Il y a des hiérarchies. Et alors un tom chaman, c'est un chaman qui va avoir beaucoup d'ongodes, beaucoup d'esprits, beaucoup d'alliés qui vont venir à sa rencontre et qui seront là au moment où il aura besoin d'être aidé. Alors, dans les reportages, on voit beaucoup d'hommes chamans, mais est-ce qu'il y a une différence entre les femmes chamanes, comme tu l'es, et les hommes chamans? En Mongolie, non, pas vraiment, si ce n'est que Enketuya est vraiment une mère de famille, qu'elle a l'amour de ses filles, enfin de ses fils aussi, elle a 3 filles et 2 fils, de ses petits-enfants, et qu'elle se comporte vraiment en femme avec tout ce que ça comporte d'engagement aussi. Mais il n'y a pas de dichotomie, non. Alors, on parle également des chamans de lignée. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur... Oui, donc on peut avoir des ancêtres qui ont été chamans et fatalement se retrouver chamans. Il y a en effet des chamans de lignée. Et puis, il y a, je dirais, des générations beaucoup plus spontanées qui font que on est chaman. Et pour Enketuya, donc de plus en plus dans ce développement du chamanisme, on trouve, pour elle, ça n'a rien de choquant, et pour moi, c'est toujours très, très reconnaissant envers elle, puisque elle fait chamaniser des Mongols qui ont une entière confiance par rapport à ma pratique. Pour elle, maintenant, les chamans peuvent être partout, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, et comme s'il y avait une espèce de poussée du chamanisme. Aussi parce que le monde spirituel prend beaucoup plus d'importance sur cette terre. Et comme je vous dis,
cette espèce de lien avec l'invisible. C'est vraiment quelque chose d'infime. Et bientôt, réalité et invisible, on se comportera, on aura conscience de l'invisible comme de la réalité présente, de plus en plus. D'ailleurs, les jeunes générations ont souvent cette intuition, je dirais, innée, à canaliser et à recevoir des choses. Moi, il m'arrive de donner des soins à des jeunes et je suis toujours assez étonnée de leur éveil. Des jeunes de 20 ans qui déjà ont un langage tout à fait approprié. Notre génération, j'ai l'impression qu'on avait un langage beaucoup plus jargonneux, beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus lourd. Alors, comme je l'ai dit précédemment, que le chamanisme, il y a une forme de simplicité, de spontanéité, justement, à plonger dans l'expérience. Il n'y a rien de compliqué. Si c'est compliqué, c'est qu'on se fourvoie. Et comme dit Nketouya, les esprits t'enseigneront. Et à partir de là, c'est la vision du chaman qui va le faire agir et la manière dont il va être aussi incorporé par ses guides pour pouvoir faire les bons gestes. Alors, est-ce qu'il y aurait, à travers une transmission, une possibilité de donner des secrets à travers des rituels qui faciliteraient ce travail, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait spontané, qui vient de l'intérieur? C'est quelque chose... Alors, bien sûr, donc, par rapport à la culture mongole, il y a des rituels précis. Par exemple, on agit dans le cercle de cérémonie qui s'appelle l'Ovo, qui est entouré de foulards multicolores qui sont autant de liens avec les esprits qu'on appelle des radaks. Et c'est là, en fait, qu'on fait les cérémonies au tambour. Mais, par ailleurs, par rapport à cette phrase, les esprits t'enseigneront, les ongodes improvisent. Et c'est vraiment du cas par cas. On ne sait jamais vers quoi on va être guidé. C'est de l'improvisation tout le temps. Il n'y a pas de choses types, parce que c'est vraiment une relation à l'autre. Et selon les personnes qui viennent nous voir avec leurs questions, leurs dysfonctionnements, on va apporter une réponse tout à fait précise et particulière, et qui ne sera pas la réponse du voisin. Alors, tu évoques le mot dysfonctionnement. Est-ce que ce sont des troubles physiques, psychiques, ou les deux? Tu as cité dans ton livre le cas d'un homme qui visiblement a des problèmes psychiques et que Nketouya va accueillir et va conduire à une place qu'on pourrait dire la place d'honneur. Donc comment est-ce qu'on traite de ce qu'on appellerait ici forme de folie ou problème pathologique? Là, il y a une forme d'acceptation justement par rapport au désordre psychique où justement on aura beaucoup plus de bienveillance. Et même le fou, on va l'accueillir et en quelque sorte, on va jouer avec son délire ou essayer de l'ouvrir à autre chose en se disant que justement sa folie, elle est révélatrice de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc les gens qui viennent nous voir, en effet, ont des dysfonctionnements psychiques, ont des attentes. Moi, je traite beaucoup la stérilité, par exemple, des problèmes de couple, des objets perdus, ça peut être tous azimuts par rapport aux demandes. Et aussi, bien sûr, des guérisons corporelles, avec des choses parfois très lourdes. Donc il y a beaucoup d'attributions, c'est vraiment au cas par cas. Alors dans le tipi, le tipi c'est un lieu tout à fait ouvert. C'est-à-dire que tout le monde déboule, là, comme vous, là, et puis aux yeux de tout le monde, on va réparer, on va se parler, et on va poser son problème. Et ça se fait tout à fait bien en Mongolie, c'est-à-dire que tout le monde participe. Mais tout le monde ne prend pas part, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de discrétion, même si les gens sont là. Et toute la journée, vous avez des gens qui viennent pour des raisons multiples. Alors, tu dis aussi que le chaman ne voit pas, il lui est donné de voir. Donc, est-ce que le chaman est un serviteur de force qui le dirige? Oui, il est un intermédiaire, comme je l'ai dit précédemment. C'est-à-dire qu'il est guidé par sa vision, mais il est aussi guidé par l'énergie qu'il reçoit. Par exemple, un des premiers... quand l'ours m'a investi, j'ai senti vraiment sa puissance et sa force d'un point de vue corporel.
les esprits se manifestent de différentes manières. Donc, ils se manifestent par la vision, mais on arrive à les identifier aussi par rapport à la spécificité de leur énergie, comme si on arrivait à saisir leur caractère. Parce qu'on les voit, mais aussi on les ressent. On rentre vraiment en relation avec eux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dialogue qui se fait, mais est-ce que ça se fait à partir d'un langage? Comment est-ce que ces visions surviennent? Comment est-ce qu'on peut les expliquer? Alors c'est sous forme d'image, mais c'est un langage tout à fait intuitif, qui fait que, comme je dis, le chaman parle en langue. C'est-à-dire que d'esprit à esprit, et même là d'ailleurs avec Enketuya, donc moi je pars avec une traductrice, mais on se comprend, on se comprend quelque part, dans l'intimité de notre conscience, au-delà des mots, il y a une compréhension profonde. Et avec les ongodes, avec les esprits, c'est tout à fait du même ordre, c'est-à-dire qu'on arrive à saisir leurs intentions. Alors la vision peut leur donner une forme, mais au-delà de ça, la mise en relation, elle est très très intuitive. C'est un vrai partage. C'est-à-dire, moi je vous vois dans la réalité, mais dans le monde de l'invisible, c'est la même chose. On fait des rencontres, et à partir de là, on sait à qui on a affaire. Dans sa forme et dans son intériorité. Alors, selon toi, le chaman ne va pas conjurer le sort, il y a des choses qui doivent se dérouler, mais il indique simplement la voie à suivre. Et donc, ce n'est pas l'image que l'on a traditionnellement de l'homme médecin qui guérit, mais alors il mettrait sur la voie de l'auto-guérison? C'est ça, c'est-à-dire que je dirais qu'il y a des sortes de sillons de vie. Donc, le chaman demande, par exemple, guérison. Mais parfois, il faut aussi accepter cette forme de fatalité qui fait qu'on peut, par exemple, retarder le moment ultime, mais aussi accepter que ça soit l'expérience de celui qui, par exemple, doit mourir jeune. Le chamanisme, c'est toujours une forme de prière, dans un sens de demande. Quand on demande à Enketuya, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit prier. Donc on peut toujours poser l'intention, demander, jusqu'au moment où, si on sent que quelque part il n'y a pas de retour, accepter. Alors ça peut être pour les occidentaux peut-être difficile à admettre, mais parfois il n'y a aucune obligation de résultat. Il faut aussi accepter. De croire que tout est possible, c'est pas vrai. Ça, c'est du charlatanisme. Parfois, on rencontre une limite, on rencontre un mur. Alors, je ne sais pas si certains ont des livres. Là, je parle, par exemple, d'Isabelle, que j'ai emmenée, une Belge, il y a 3 ans chez Enketuya, donc, qui a un cancer des os. Donc, elle est venue en Mongolie. Enketuya lui a dit, malheureusement, tu as une maladie très grave, donc je ne vais pas te guérir, mais je vais pouvoir te faire durer, en quelque sorte. Et Isabelle est toujours là, ça fait 3 ans, même si c'est un cancer très difficile. Mais parfois, il peut y avoir des miracles, des retournements. Mais ça n'appartient pas au chaman. C'est la force de la prière et du retournement des choses qui fait que ça se fait ou ça ne se fait pas. Mais la force d'un chaman puissant, dans l'invocation, peut aussi faire basculer les choses. Comme chaman, comme dirait Enketuya. La force d'invocation, c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment une demande qui fait que quand on rencontre par exemple un esprit, donc ça j'ai pas évoqué, mais dans le chamanisme mongol on parle de ciel blanc et de ciel noir. Mais il n'y a pas de division entre les deux. Dans le ciel noir, les ongodes, les esprits sont assez coriaces. Mais c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un avec une personnalité difficile, vous pouvez aussi l'amadouer, en quelque sorte. Donc un bon chaman, ça va être un bon négociateur. Et souvent, les ongodes du ciel noir sont très puissants pour la guérison. Et si on arrive à les convaincre qu'ils vont donner leur énergie à la personne qui souffre, qui a une maladie par exemple, à ce moment-là, on peut en tirer un grand bénéfice. Parce qu'à ce moment-là,
l'entité du ciel noir. Mais encore une fois, quand on dit ciel blanc, ciel noir, si on est manichéen, comme si on est judéo-chrétien, elle va nous reprendre Enkiduiya, parce que c'est pas le bien, le mal. C'est plutôt des entités fortes et coriaces, on va dire. C'est des entités, en fait, relativement autonomes et qui refusent vraiment de se convertir et de servir. C'est-à-dire, elles ont une personnalité très indépendante et elles font un peu ce qu'elles veulent, on va dire. Mais on peut rentrer tout à fait en relation avec elles et les convaincre d'agir pour le bien. Toutes les entités sont fréquentables, je dirais, si on sait leur parler. Et comment est-ce qu'on sait leur parler? Alors ça, c'est l'art du chaman. C'est-à-dire que quand on rentre en relation avec une entité un peu difficile, il faut avoir suffisamment la force et le langage et la force de persuasion pour justement que l'entité admette qu'elle peut servir pour le bien. Mais c'est parfois difficile, il y a des tiraillements, l'entité peut regimber, ça souvent en cérémonie, une espèce de difficulté, c'est oui, non, et à un moment, parfois on emporte le morceau, parce qu'on arrivait à convaincre, à négocier. Mais c'est pareil dans la réalité. Parfois vous avez des personnalités difficiles avec lesquelles vous rentrez en relation, et vous êtes là à discuter, et à un moment, bon bah, ça y est, on a trouvé l'ouverture. Mais les entités du ciel noir sont des entités très puissantes parce que justement, quelque part, elles sont très avares de leur énergie, donc elles sont souvent très fortes, très puissantes. Et donc, quand on a affaire à une maladie grave, par exemple, ce sont souvent des ongotes qui ont cette faculté de guérir. Si on arrive, encore une fois, à les convaincre de faire le bien. Donc on a parlé de maladies graves, mais est-ce que le chaman peut accompagner et faire un passage d'âme? Oui, donc ça arrive. Souvent, on a des gens qui arrivent et qui sont encore tout à fait habités par un décès récent, par exemple, d'une âme qui est mal partie et qu'on identifie, qui est auprès d'eux. Et à ce moment-là, notre travail, c'est... Alors, Enkiduiya fait ce geste, tac. C'est-à-dire, il faut couper le fil pour que l'âme puisse être libérée et puisse, au fond, trouver sa place. Et ça, c'est un travail, je dirais, tout à fait intéressant. Intéressant, c'est peut-être pas le mot, mais ce qui est une grande satisfaction, c'est quand on voit cette espèce de libération d'une personne qui a été investie par une âme de défunt qui, justement, pendant des années, n'a pas voulu le quitter, l'a troublé, l'a investi, et à un moment, clac, l'âme part. Ça, c'est un grand travail. Ça, c'est un travail que j'aime faire. Et avec Enkiduiya, on se regarde et elle fait. Et là, on voit vraiment des changements et un remerciement vraiment de la personne qui a été investie et qui a souffert justement du fait que l'âme d'un proche soit mal partie. Ça, c'est très souvent. Parce que il y a ces formes d'attachement qui fait que pour partir, il faut vouloir partir. Parfois, il y a des âmes qui sont tellement attachées à leurs proches que c'est difficile pour elles de les laisser et de continuer leur chemin. Et alors là aussi, il faut négocier. Il faut négocier avec le défunt et lui dire combien c'est important pour lui qu'il continue son chemin, qu'il continue son voyage, et combien la charge est difficile pour celui qui reste. Donc en fait, c'est un double travail. Mais c'est un travail fort intéressant. Alors justement, tu parles de chamaniser également des lieux, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont imprégnés d'entités ou de forces qui vont empêcher des vivants de concrétiser leurs projets. Est-ce qu'on appelle le chaman également pour faire des dégagements de lieux qui seraient infestés d'une certaine façon?
alors moi, dans les premières années où j'étais en Mongolie, on a fait appel à moi pour un restaurant, par exemple. C'était un restaurant vraiment tout à fait vétuste, avec plein de choses qui couraient. Et donc, pour prendre un mot qui n'est pas mongol, mais qui dit bien ce que ça veut dire, c'est comme si j'avais désenvoûté ce lieu et que je lui avais donné une certaine clarté pour que tout se passe au mieux et que ce commerce puisse fructifier et trouver l'abondance. Et ça arrive souvent, en effet. Donc à ce moment-là, on jette du lait, on met du sel. Il y a certaines pratiques qui vont dans le sens justement de plus de clarté. Alors il y a aussi un rituel intéressant parce qu'on parle souvent de la langue noire dans le chamanisme mongol. Vous savez, c'est cette espèce de rumeur quand on dit les uns qui parlent sur les autres. C'est-à-dire vous pouvez avoir autour de vous quelqu'un qui a une mauvaise parole et qui fait que cette mauvaise parole vous travaille. Et vous n'avez pas forcément conscience que que le voisin vous veut du mal, par exemple. Donc on a beaucoup de gens qui, par exemple, ont des pertes économiques, ont des désagréments. Et à ce moment-là, c'est à nous de reconnaître les problèmes de langue noire. Et ça, c'est un rituel tout à fait courant, la langue noire. C'est-à-dire, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, est-ce que le chaman peut dégager ses indésirables d'une seule fois, ou bien est-ce qu'il a à revenir plusieurs fois sur une personne ou sur un lieu? Alors là aussi, c'est toujours aussi du cas par cas, parce que parfois il y a des situations un peu tenaces, et en effet, il faut y revenir. Mais c'est pareil, on ne peut pas en tirer des généralités. Parfois, en une seule fois, les choses se font. C'est comme la libération des âmes, là où ça peut se faire en une seule fois, et parfois ça ne se fait pas en une seule fois. C'est vraiment au cas par cas. Mais à ce moment-là, on sent intimement si le travail a été fait ou s'il n'a pas été fait. Ça aussi, c'est au niveau du ressenti. On sait. Est-ce que ça veut dire aussi que le chaman continue d'avoir un regard sur une personne ou un lieu sur lequel il a travaillé? Est-ce qu'il reste, parce qu'il a travaillé, en lien avec cette personne ou ce lieu pour suivre l'évolution d'un problème? Alors, comme je dis, les personnes avec qui je suis rentrée en lien, que j'ai chamanisées, elles sont en moi pour toujours. C'est une espèce de lien du cœur qui fait qu'on est liés. J'oublie personne. À partir du moment où on est rentré en lien, qu'on a chamanisé, le lien perdure et continue. Et alors, ce qui est intéressant dans un soin chamanique, c'est que parfois, le résultat, il n'est pas forcément immédiat, mais ça se prolonge dans le temps. Mais c'est vraiment un lien de cœur avec celui qui vient se faire chamaniser. On ne peut pas oublier, en fait, la personne qui vient à vous. C'est pas seulement quelque chose de technique. C'est une grande rencontre. Parce que moi, je considère que toutes les personnes qui viennent me voir pour un soin, c'est qu'il y a un acte de reconnaissance et de confiance qui fait qu'on devait faire quelque chose ensemble. D'ailleurs, je laisse venir à moi. C'est-à-dire que je n'ai pas de site. C'est un peu l'effet boule de neige. Les gens viennent comme ils doivent venir. Et ça se fait. Et en Mongolie, c'est pareil. Inkituya, elle n'a pas de site. Vous l'avez eu au téléphone tout à l'heure. Par contre, elle a un téléphone. On a pu lui parler. Alors justement, Inkituya, tu racontes qu'elle s'est fait mordre et qu'elle a dû aller à l'hôpital comme tout le monde. Oui. C'est-à-dire, ça montre bien les limites. Et pour le cas de cette femme qui est atteinte d'un cancer, eh bien, c'est important de le souligner, cette femme continue de se faire soigner par la médecine traditionnelle allopathique. C'est-à-dire que les deux actions seraient complémentaires, mais c'est pas parce qu'on va se faire chamaniser qu'on arrête tout soin, c'est ça? Oui. Elle tient beaucoup à ça d'ailleurs, Inkituya. Elle-même, donc, quand elle s'est fait mordre par un mauvais chien,
elle a eu beau invoquer les esprits, il fallait qu'elle aille à l'hôpital parce que c'était une morsure sévère. En fait, c'est tout à fait compatible. On n'exclut rien. La médecine allopathique a son rôle, le chamanisme a son rôle. C'est là où il faut savoir juger si vraiment aussi... Enfin, on est parfois... l'allopathique n'est pas nécessaire, mais quand il est nécessaire pour un cancer, par exemple, il ne faut pas lésiner. Alors, si on regarde également les reportages, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, c'est qu'on voit un mélange des traditions et puis de cette modernité. Là, tu as dit qu'Enketouia a son téléphone portable, etc. Donc, comment est-ce qu'en Mongolie, le chamanisme actuel s'arrange de tout ce qui est nouvelles technologies, réseaux, etc. Est-ce qu'ils s'en servent ou bien est-ce qu'ils le considèrent, comme certains d'entre nous le font aujourd'hui, comme une nuisance? Alors les jeunes Mongols, je dirais, eux, ils rêvent de l'iPhone. Mais le problème, que s'ils sont au lac Kouskol, bah, ça capte pas, il n'y a pas de réseau. Donc à partir de là, ça règle le problème. Mais c'est un outil comme un autre. Par exemple, quand Enketouia est joignable, j'ai le plaisir de la voir en vidéo, sur Messenger ou sur Skype, et aussi de lui présenter des gens qui, par exemple, veulent aller la voir en Mongolie. Donc ça fait un premier lien. Quand, par exemple, Isabelle, mon amie belge qui a le cancer des os, a voulu aller en Mongolie, ce qui était tout à fait étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'elle était chez moi, Enketouia spontanément appelait. Comme si elle sentait qu'il y avait là quelque chose d'important. Donc cet outil, il a tout à fait son utilité. Et de toute façon, quand on est au bord du lac, dans le tipi, on peut parler comme un simple téléphone, mais on n'a pas du tout accès au smartphone. Donc là, c'est tout de suite réglé. Au niveau de la lumière, on s'éclaire avec une batterie de voiture. Il n'y a pas d'eau courante. Donc moi, quand j'y vais, je dois aller au lac si je veux me laver. Donc c'est tout à fait rudimentaire, mais on oublie, quoi. Et on oublie aussi, voilà, quand par exemple on se relave les cheveux, ah là là, quel bonheur. Ça, c'est des bonheurs, on passe complètement à côté dans notre société occidentale. Mais de retrouver la propreté, ah oui, c'est des grands moments. Toutes ces petites choses du quotidien qui sont pour nous tout à fait évidentes, qui là-bas sont un luxe. Donc, ce qui m'amène aussi à poser la question de l'éducation. Est-ce que les enfants sont éduqués à être chamans, puisqu'on sait qu'en Mongolie, il y a eu, avec l'oppression soviétique, l'obligation pour les chamans de se cacher. Donc, comment est-ce que cette tradition ressurgit aujourd'hui et comment est-ce qu'elle est transmise? Maintenant, c'est tout à fait ouvert. Et donc, la petite fille d'Enketouia qui s'appelle Chichi, parce qu'elle était toute petite. Chichi, ça veut dire petit doigt. Alors tous les enfants, ils naissent dans le tipi, et c'est Enketouia qui donne le nom. Et là, cette petite fille, elle était tellement petite qu'elle l'a appelée Chichi Petit Doigt. Et alors Chichi Petit Doigt, elle, c'est la génération à venir, c'est sûr. Elle est chamane. Mais là, c'est pareil, la transmission, elle se fait, elle est chamane, point. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à faire devenir chaman un enfant qui ne l'est pas. Mais là, il y a une espèce d'évidence dans la lignée. Parce que la mère de Chichi, par contre, elle est chamane, mais elle refuse de chamaniser. Donc là, ça saute une sorte de génération. Et cette petite, vous la verriez, vous-même, vous diriez, elle a quelque chose de différent. Et la grand-mère s'y est pas trompée. Elle a beau avoir beaucoup de petits-enfants, c'est Chichi la préférée. On vous montrera les photos à la fin, vous verrez... Elles sont disponibles là sur l'ordinateur, donc si vous avez quelques minutes pour regarder les photos, elles sont très très parlantes. Donc tu racontes que toi tu n'as pas reçu d'initiation, on t'a mis tout de suite au pied du mur, allez hop, voilà, tu revêts un costume, on va revenir dessus d'ailleurs, et on t'a dit ok, voilà, tu exerces. Et puis par contre, au retour de ton premier voyage chamanique, Enketouia t'a posé des questions pour savoir comment s'était passé ce voyage. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ces questions-là, c'était une sorte d'examen de passage, mais alors qui serait injuste, sans avoir appris ni révisé de leçons?
Oui, là c'est pareil, c'est-à-dire que quand elle m'a dit mais toi tu es chamane, il fallait que la cérémonie, une cérémonie valide son appréciation. Et donc elle m'a posé différentes questions, combien de ciel, etc. Des choses assez hermétiques du reste. Donc j'ai répondu très intuitivement, comme je le sentais. Et là elle a considéré que j'avais bien répondu. Et donc j'ai passé l'examen en quelque sorte. Mais la première cérémonie, là où j'ai cru que je serais assez déroutée, parce que justement l'aspect folklorique avec mon mental, on vous met le costume, on vous met le masque, on vous met les chaussures de peau, on vous tend le tambour, et puis on dit allez on y va. C'est-à-dire que vous avez la maillotche, et puis vous tapez sur le tambour, vous savez, enfin, vous vous dites au début, si vous commencez à vous projeter, vous vous dites mais je vais jamais y arriver quoi. Il y a une espèce de... Mais en fait, ça se fait spontanément. Et ça se fait de mieux en mieux. Plus on pratique, plus on intègre en fait le sac de cérémonie. Mais Nketouya ne dit pas grand-chose. Elle dit même rien. Il faut vraiment, là encore, les esprits t'enseigneront, il faut vraiment se laisser guider. Et c'est toute la difficulté de lâcher ses a priori, de lâcher son mental et de se laisser guider par... oui, par son intuition, par les ongotes qui vous poussent, par ce qu'on incorpore. Laissez parler la spontanéité en vous. Mais apparemment, ça ne fait pas tout, la volonté ou de se sentir investi, de pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que tu dis qu'il y a des gens qui viennent, et puis ils sont recalés. Enfin, Nketouya dit, mais non, ils ne sont pas chamans. Mais par contre, un tel qui ne s'était pas manifesté, qui reste discrètement dans le coin, celui-là, il est chaman. Oui, parce que parfois, vous avez des gens qui sont pleins d'eux-mêmes, et qui viennent voir Nketouya, et qui disent qu'ils se sont même initiés tout seuls. Et là, souvent, elle est très silencieuse, et elle laisse tomber, quoi. Elle sait aussi laisser tomber, tourner le dos, genre. Mais par contre, alors, on a vu des couples, là, par exemple, l'homme ou la femme qui se disait chaman, elle disait non. Et elle disait à l'autre personne du couple, par contre, toi, tu es chaman. Alors la personne disait, moi, chaman? Elle n'y avait même pas pensé. Puisque l'autre avait pris le pouvoir et était persuadé. De toute façon, plus les gens sont persuadés, moins ils le sont. Hein. Soyons clairs. Donc ça donne lieu parfois à des grandes désillusions, en effet, parce que les gens qui sont trop sûrs d'eux-mêmes, ils repartent parfois très très dépités, parce qu'ils n'ont absolument pas obtenu ce qu'ils attendaient. Quoi. Alors on va arriver au cœur du problème, si on peut dire, mais qu'est-ce que c'est que ce voyage chamanique? Qu'est-ce qui se passe? En quoi ça consiste? Alors, le voyage chamanique, c'est toutes sortes de paysages, toutes sortes de plans de conscience, toutes sortes de rencontres. Et c'est comme quand vous prenez votre voiture ou vous marchez à pied et qu'au fur et à mesure, vous allez découvrir un paysage. Alors un paysage avec des formes, avec des lumières, avec des rencontres. Alors au début, moi quand je rencontrais un ongote, je le rencontrais, je le voyais, mais il ne me venait pas l'idée de lui poser des questions. Et alors Nketouya a commencé à me dire, mais quand tu les rencontres, mais tu leur demandes, tu leur poses des questions, ils sont là pour ça. Et là, petit à petit, donc, j'ai appris la relation et j'ai appris qu'ils étaient là en fait pour servir. Et alors le voyage chamanique, moi je vise, comme je dis, le point le plus haut du ciel. Et ça c'est un repère qui permet d'aller vraiment vers un monde de clarté. Mais on peut faire, comme on dit, des voyages dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. Tout est possible. Et les ongodes aussi vous baladent, je dirais, enfin, vous donnent une direction en quelque sorte. Donc c'est jamais le même voyage. On ne sait jamais quel voyage on va faire. Et qui on va rencontrer surtout. Ce qui revient à dire que finalement on ne peut pas préparer son voyage, même si on sait quelles questions on va poser. Si le demandeur a une question précise, le voyage sera de l'inattendu. Donc, pour le voyage, est-ce que le chaman emporte quelque chose, doit laisser quelque chose?
Bon, on a vu qu'il trouvait ce que les onglodes venaient à lui dire. Mais est-ce que au cours du voyage, il peut y avoir des moments un peu périlleux? Et dans ce cas-là, quelle carte consulter quand ce voyage devient un peu trop hasardeux? Est-ce qu'on peut choisir d'arrêter le voyage et d'essayer de revenir tant bien que mal? Je dirais qu'on est bien entouré. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de mauvais voyage dans le sens de... Je me suis jamais vraiment sentie en danger. Parce que déjà, quand on a une intention de clarté, il ne peut rien vous arriver. Parce qu'au départ, le chaman, il doit laisser son ego de côté, se dépouiller justement de toutes ces intentions qui fait que ça le chargerait de quelque chose de volontaire. Plus il se dépouille de lui-même, plus il est un intermédiaire, plus en fait le voyage se passe bien. Parce qu'à ce moment-là, il lâche prise et il arrive à voyager au mieux. Non, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est dans les phases de négociation, quand par exemple on va rencontrer des entités fortes avec lesquelles il faut négocier, quoi, et demander réparation pour la personne qui est là. Donc parfois ça peut être une sorte de bras de fer. Alors, ce que nous, occidentaux, on a l'habitude de voir et d'entendre, c'est cette histoire de transe qui est souvent très spectaculaire. Donc, on s'imagine un chaman qui saute partout, qui fait des bruits bizarres, qui se roule par terre. Et ça veut dire que c'est un chaman. Alors, est-ce que la transe est un phénomène indispensable au cours du voyage chamanique? Est-ce que ça sanctionne le succès du voyage? Ou est-ce qu'on peut se passer de ce genre de phénomène? Alors justement, c'est Mircea Eliade avec ses techniques d'extase, etc., et de transe qui a donné une vision assez romantique du chamanisme. Mais en fait, il peut y avoir des voyages tout à fait silencieux, sans gesticulation, parce que c'est pas parce que vous gesticulez que ça justifie du fait que vous avez vraiment connecté à quelque chose d'important. Et ça, c'est vraiment une image d'Épinal à ôter de l'esprit de certains Européens qui, justement, assimilent le chamanisme à la transe. Il y a des voyages tout à fait calmes, sans gesticulation, sans démonstration. C'est pas une obligation. Ça, c'est important de le dire, en effet. Parce qu'on insiste beaucoup sur le mot transe, entre autres dans les travaux de Corinne Sombrin. Mais si vous lisez, par exemple, Roberta Maillon, la grande anthropologue, je vous conseille, vous verrez, elle remet vraiment les pendules à l'heure par rapport à cette notion de transe. Parce que la transe, c'est l'arbre ça ne veut rien dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Des gens bloquent sur ce mot, ou alors ils assimilent vraiment le chamanisme à la transe. Et en fait, il y a toute une partie du coup qu'ils occultent. Moi, j'aime bien dire état modifié de conscience. C'est-à-dire que, en effet, on est dans un état modifié pour voyager, pour justement mettre en route son intuition et avoir d'autres outils de perception. Donc ça, c'est sûr. Mais la gesticulation ne rajoute rien. Hein. Justement, là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça soulève justement la différence avec la possession. Parce que les gens qui sont possédés sont des gens passifs. Le chaman doit rester actif, présent. Parce que dans la mesure où il va chercher des réponses, donc il faut qu'il ait toute sa clarté d'esprit pour pouvoir rapporter la réponse que la personne qui est venue me voir lui a demandé. S'il est complètement investi, comme le dit par exemple Corinne Sombrin, où elle devient un loup, où elle griffe le sol et tout ça, certes, c'est une expérience démonstrative, mais qui n'a pas forcément d'utilité pour servir son prochain. C'est-à-dire qu'on s'en tient à quelque chose de spectaculaire. Mais la gesticulation, ça peut être complètement une coquille vide. C'est-à-dire, certes, vous gesticulez, et alors? What else? Et puis c'est surtout très vendeur. Hein. C'est très vendeur, voilà. Et l'aspect commercial, oui, c'est vrai. Mais ça existe aussi en Mongolie. Hein. Ça existe partout.
Donc, est-ce que ça veut dire que le chaman va être une coquille vide pour laisser les ongodes venir à lui, et puis ensuite faire tout un travail de retranscription de ce langage sans mots, pour ensuite rapporter le plus fidèlement possible au demandeur le message qui lui est destiné, ce qui doit être très complexe parce qu'il faut arriver à trouver le mot retranscrit dans le langage humain d'ici et maintenant, de dimensions qui échappent au temps et à l'espace. Comment est-ce que ça se passe? C'est ça, déjà il faut restituer toute la subtilité du message qu'on a reçu, mais c'est aussi la restitution en termes d'énergie. Une espèce de transfert vers l'autre. Et toujours revenir à une espèce de simplicité. Ça, c'est important. Et à partir de là, la transmission, elle se fait tout à fait facilement. Mais il faut que le chaman ait l'intégrité de sa conscience pour être jusqu'au bout lucide de ce qu'il a reçu. Et ne pas être justement dans l'oubli de... Alors il faut qu'il soit dans l'oubli de lui-même, mais pas dans l'oubli de ce qu'il a reçu. C'est toute la subtilité. Il doit rester conscient, il doit rester actif, il doit rester présent pour apporter justement une réponse impeccable. S'il est complètement possédé, on n'arrive à rien. Alors évidemment, les gens sont là, ils sont impressionnés parce que d'un seul coup, quelqu'un a hurlé au loup ou a mordu son voisin. Mais ça, c'est de la démonstration, c'est du cirque. Mais ça existe, la possession, c'est pas que ça n'existe pas. Mais si le chaman veut venir en aide à son prochain, il doit être tout à fait présent, conscient et clair par rapport à ce qu'il va rapporter. Mais alors, est-ce qu'il peut arriver que le chaman, qui soit tout à fait conscient et clair, ne saisisse pas le message qui est transmis? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'est pas présent. Parce que si l'ongode vient avec sa bienveillance vers le chaman, il aura cette écoute et avec des paroles simples, il saura dire ce qu'il doit dire. Ça demande justement, c'est bien que tu parles de ça, une grande présence à l'instant, à ce qui se passe au moment du voyage. Il faut vraiment être là, simplement être là, avec toute son écoute, toute sa possibilité de vision, pour revenir répondre à la demande de celui qui attend réponse. Alors on va préciser un petit peu ce que c'est qu'un non-God. Est-ce que c'est une entité désincarnée? Est-ce que c'est une mémoire qui a été laissée par un être, qu'il soit humain ou animal d'ailleurs? Est-ce que c'est tout simplement ce qu'on appelle dans d'autres traditions un élémental, c'est-à-dire un esprit de la nature? Alors il y a toutes sortes de gods avec différentes formes. C'est tout ce que tu viens de dire en même temps. Alors il y a des présences, selon les plans auxquels on touche, il y a aussi des présences tout à fait angéliques. Il y a des âmes qui sont pas nées, il y a des âmes de défunts, il y a en effet des animaux de pouvoir, il y a toutes sortes d'ongodes. Et donc ce qui fait la différence, c'est leur caractère précis, c'est ce qui les caractérise dans leur possibilité d'aide, justement. En fait, ils sont là pour servir. Et à partir de là, l'ongode approprié, dans la mesure où on a posé une intention, va se présenter parce que il va voir qu'il est capable de répondre à la demande. Alors c'est un peu contradictoire parce que ça fait un peu lampe d'Aladin, je frotte la lampe et le génie arrive, parle, maître et je te sers, mais finalement l'ongode c'est pas un serviteur, il vient si l'on a envie. C'est ça. Ah oui. Ça, c'est très important ce que tu dis, c'est-à-dire que ce sont toujours les esprits qui choisissent de venir à nous. C'est pas l'inverse. Le chaman ne va pas aux esprits, c'est-à-dire il entreprend le voyage chamanique, et là, il va rencontrer des présences qui sont là et qui décident de venir en aide au chaman. Mais c'est pas le mouvement inverse.
Mais alors, est-ce que le chaman peut savoir à l'avance quel ongode il va rencontrer parce qu'il a mis une étiquette, celui-là il est bien pour la stérilité, voilà. Donc c'est celui-là que je vais convoquer, hein. Je lui lance un carton d'invitation. Est-ce que donc ça peut s'anticiper, se préparer de cette manière-là, ou bien est-ce que le chaman va laisser venir librement les ongodes et accueillir en fait l'inattendu? Ben, en fait, il a une sorte de familiarité par rapport à ses esprits alliés qu'il a l'habitude de côtoyer. Donc, dans un voyage, il va peut-être rester avec ces mêmes esprits alliés ou il va faire d'autres rencontres, avec la rencontre de nouveaux ongodes, qui aussi, par rapport à un problème donné, vont venir l'aider. Par exemple, il y a 2 ans, c'était très fort, il y avait un groupe de Françaises qui était venu au lac, et donc on avait fait une cérémonie, et beaucoup de ces femmes avaient été abusées sexuellement. Et c'est là pour moi qu'est apparu un nouvel ongode, le cobra, un cobra blanc, qui jetait vraiment une espèce comment dire, de substance purificatrice sur ces femmes. D'ailleurs, ça a créé une sorte de déchaînement. Les femmes criaient, etc. Les Mongols étaient gênés parce qu'il y avait trop de démonstrations. Les Mongols sont un peuple pudique. Il y en a qui ont quitté la cérémonie. Mais l'ongode approprié, il est apparu en situation. C'est un ongode que je ne connaissais pas, mais qui maintenant fait partie de mes ongodes alliés, qui sont auprès de moi. Mais parfois, même dans le quotidien, je me dis, tiens, je reconnais un de mes ongodes. Mais c'est lui qui choisit de venir. Il émerge de ma conscience, donc il est là, je sais. Et parfois, les nouveaux ongodes, face à un problème précis, eh bien, s'invitent et se rajoutent à tous les esprits alliés qu'on a déjà. Alors, les ongodes, ou certains ongodes, est-ce qu'ils peuvent exiger quelque chose en échange de leur service de la part du demandeur ou voire du chaman? Donc, on fait toujours des offrandes, donc lait, bonbons, thé, cigarettes, vodka. Donc, il y a une sorte de... On apporte des cadeaux au départ pour remercier. C'est une espèce de respect, de considération envers ce qui va se passer, envers les ongodes qui vont servir. Ouais. C'est ces 5 éléments qu'on utilise en Mongolie. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des ongodes farceurs ou même méchants qui viennent induire le chaman en erreur ou lui jouer des mauvais tours? Alors c'est toujours pareil, bien sûr. Bien sûr, il y a des ongodes facétieux, hein, comme partout. Mais c'est vraiment la clarté d'intention du chaman qui fait qu'on peut plus ou moins éviter ce genre de tour. C'est-à-dire, c'est comme, plus le chaman est pur dans son intention et honnête, je dirais, moins il y a de risques de rencontrer ce que j'appellerais des mirages. Parce que parfois, il y a des espèces de falsification d'esprit qui font croire qu'ils sont ceci alors qu'ils sont autre chose. Mais c'est pareil par rapport aux personnalités des gens. Vous avez des gens qui ont des masques, qui vous font croire qu'ils sont bienveillants et il y a autre chose, il y a une part d'ombre derrière. Mais l'intention du chaman, le fait qu'il soit clair et qu'il ait cette volonté de servir, ça minimise ce genre de désagrément. Mais ça peut arriver, évidemment. Et dans ce cas-là, quelle est l'attitude ça demande. C'est là où le chaman doit s'interroger par rapport à ce qu'il a posé et à son attitude actuelle. Voilà. Là, dans ce cas, c'est le chaman qui doit se remettre en question. Donc, on parlait de possession tout à l'heure, mais est-ce qu'un de tels ongodes pourrait s'attacher au demandeur et l'investir et quelque part le posséder? Dans la mesure où le chaman est un protecteur et qui sait manier les esprits, tout est possible. Mais enfin, là, on parle de possession, à ce moment-là, tout est possible. Mais en situation, j'ai jamais vu ça. Non, par contre, j'ai vu cette forme d'acharnement en cérémonie, par exemple, où je jouais du tambour, et à m'être évertuée
très violemment à me diriger vers une personne en particulier, parce que je sentais que c'est vers cette personne que je devais aller par rapport à un problème, et que c'est là que je devais agir. Là, vous verrez dans le livre, il y a un exemple de 50 Américains, et j'allais systématiquement vers un somnolhomme qui s'appelle George, parce que je savais que c'était vers lui que je devais faire le travail. Et là aussi, j'étais guidée. Mais ça peut prendre un caractère parfois un peu féroce. Quand vous rapprochez, quand le chaman rapproche son tambour avec sa maillotche très près de la personne pour la chamaniser, ça peut faire peur. Alors on a un teneur toujours derrière, qu'on appelle un tushi, parce que comme on a un masque, il faut se diriger quand même dans le sac de cérémonie. Donc le tushi, il vous tient à la ceinture et il vous permet d'aller. Voilà. Et donc là, lors de cette cérémonie-là, donc c'était une amie qui me tenait et elle voyait bien que je me rapprochais et elle avait très peur que je batte l'homme en question parce que je m'acharnais. Et alors, le mari de la chamane, avec beaucoup de zénitude, il a dit « laisse-la aller ». Et ça a donné lieu à la fin à quelque chose de très fort avec Georges. Et je ne lui ai pas fait de mal, je vous rassure. Alors, au-delà des ongodes, tu écris à propos de l'esprit maître, tu dis « Rien ne se fait complètement pour un chaman tant qu'il n'a pas trouvé ». C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé cet esprit maître. Donc, qu'est-ce que c'est que cet esprit maître qui est essentiel pour le chaman? Est-ce que ça serait une personne désincarnée? Alors, c'est toujours pareil, ça peut être toutes sortes de formes. Mais pour reprendre une expression à la mode en ce moment, c'est un peu le premier de cordée. C'est celui qui va donner en quelque sorte le la, le diapason, et qui marque vraiment en quelque sorte ce qu'est le chaman, dans sa caractéristique, dans sa personnalité, celui qui va pouvoir s'allier en premier avec lui et qui lui montre vraiment le chemin. Et ça, c'est quelque chose de... Tant qu'on n'a pas trouvé son esprit maître, donc on peut faire des expériences, rencontrer des esprits, etc. Mais on n'a pas vraiment encore tout à fait trouvé sa direction. Et quand on l'a trouvé, on sait qu'on l'a trouvé. Et moi, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Je l'ai trouvé au bout de 4 ans, par exemple. Mais quand je l'ai trouvé, et Nketuya savait que je l'avais trouvé. Et là aussi, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Oui, parce qu'apparemment, il est venu prévenir de son arrivée. Hein. Voilà, c'est ça. Alors pour moi, c'est un esprit qui vient du lac Baïkal, qui est un esprit bouriate. Parce qu'en fait, dans le chamanisme sibérien, il y a 3 tribus. Il y a les bouriates, qui sont de l'autre côté de la frontière russe, qui se situent près du lac Baïkal. Le berceau du chamanisme sibérien, c'est ça. Et de l'autre côté, donc à l'ouest, vous avez les Tuvas, qui sont côté Russie, et puis après, vous avez le chamanisme mongol. Et moi, donc, c'est un esprit bouriate qui est venu à moi. Et donc, j'allais dire, je suis repartie avec, et c'est avec lui que j'entretiens vraiment une relation très intime, encore maintenant, et toujours. Parce qu'il est toujours là. Il a une forme de fidélité particulière. Parce que c'est l'esprit premier. Alors, est-ce que pour une raison qui lui appartient, ou pour une raison qui appartient au chaman, cet esprit maître pourrait quitter le chaman, et puis dans ce cas-là, est-ce qu'il aurait un remplaçant? Donc en fait, le pouvoir que détient le chaman n'est qu'un prêt, on va dire. Rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire que si vous commencez à divaguer, c'est là où il faut être d'une grande humilité et dire que, au fond, si on a un pouvoir, c'est pour servir. C'est pas pour se l'approprier et en faire autre chose. À partir de là, si on est honnête dans sa démarche, il n'y a aucune raison que votre esprit maître vous quitte. Mais c'est vrai que c'est important de se dire que le pouvoir que détient le chaman n'est pas sa propriété. Là encore, il n'y a pas de prise d'ego par rapport au pouvoir. C'est quelque chose qui lui est donné, mais qui peut lui être pris.
Alors, tu as utilisé le terme de réparation pour décrire ce que tu effectues sur le demandeur. Est-ce que ça signifie qu'il y a un plan ou un programme qui doit être restauré parce que il a quelque part dévié? Et donc, ça pose la question du libre arbitre de tout un chacun. Oui, c'est-à-dire que les gens ont une demande, donc on peut réparer, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut aussi être face à une certaine limite. Vous avez des gens aussi qui ne sont pas prêts à abandonner leur souffrance, ça c'est fréquent. C'est-à-dire ils ont cette espèce ils ont l'impression qu'ils sont prêts, mais ils ne sont pas prêts. Et ça c'est une forme de libre arbitre aussi parfois inconsciente. On peut révéler justement. Mais il faut tenir compte de tous ces paramètres. Donc on peut demander réparation, mais on n'est pas sûr de l'obtenir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation de résultat. Est-ce qu'il y a même des cas où le chaman refuse d'effectuer une réparation et pourquoi? Il va toujours apporter son aide. Si la personne vient à lui, vous voyez que dans le cas, comme je vous ai dit, dans le cas d'Isabelle avec son cancer des os, Nketouya a dit on ne peut pas te guérir, mais on amène quand même, on facilite, on amène un bien-être. On peut toujours apporter quelque chose, pas forcément à la mesure de ce que l'autre réclame, mais dans la mesure où on vous demande, je dirais on peut être utile. Donc le chaman va avoir des visions, effectivement, mais est-ce que il peut tout dire au demandeur? Oui, après c'est comment lui dire, c'est la manière. Et c'est là aussi qu'il faut se laisser inspirer par les ongodes, qui souvent vont donner des mots appropriés pour présenter les choses, pour que l'autre puisse les entendre. Le but, c'est pas d'asséner des vérités. Hein. Voilà. Mais de toute façon, quand à la fin de la cérémonie, les gens viennent écouter le chaman, parce qu'à la fin de la cérémonie, les gens normalement s'agenouillent auprès du chaman qui vient leur dire ce qu'il en est dans la cérémonie. On est investi par les mots qu'on doit dire. Et la personne repose des questions, donc ça vient tout seul là aussi. Alors, le chamanisme prête à une diversité de pratiques, toujours. Bon, toi, tu parles d'œuvrer au service du bien, de la lumière, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a également un chamanisme qui est dit noir. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Moi, je ne connais pas trop ce genre de pratique parce que j'ai été initiée par quelqu'un qui offre pour le bien. Mais l'aspect magique, on ne fait pas en Mongolie. Donc, je ne saurais pas en dire grand-chose en fait. Je vous dis, on peut toucher à des entités fortes, mais c'est toujours dans un souci d'amélioration et de réparation, justement. C'est pas dans un souci de destruction ou de vengeance. Enfin, en tous les cas, moi, je ne pratique pas. Alors, au niveau des pratiques, tu pratiques en Mongolie, mais bon, bien sûr, en Occident, on est tout à fait différent. Donc, est-ce que tu as eu à adapter ta pratique à la vie française? Et puis, je pense également à cet aspect de confidentialité. Ici, en France ou en Occident, on n'aimerait pas être mélangé à d'autres personnes qui connaissent notre problème. Donc, comment est-ce que ça se passe ici en France? Est-ce que tu as pu adapter? Je reçois les gens en solo, c'est-à-dire que j'adapte la pratique en effet dans quelque chose de confidentiel. Et j'œuvre avec le bâton de soin qui m'a été donné par Nketouya. Et donc j'ai adapté ma pratique. J'ai pas de tipi. Il m'arrive de faire des cérémonies, mais du reste, Nketouya l'a dit. Nketouya a dit, quand tu retournes en France, tu adaptes ta pratique. Mais à partir du moment où on a les outils, on peut tout à fait adapter sa pratique. C'est important aussi de trouver une forme appropriée à celui qui vient vous voir. Le but, c'est pas de restituer la tradition de manière formelle, de la même manière.
c'est savoir aussi être à l'écoute par rapport là où on est, quoi. Tu as parlé du costume que tu avais à revêtir, donc ça serait intéressant que tu puisses nous le décrire et nous dire aussi les éléments constitutifs, à quoi ils te servent dans ta pratique. Également évoquer le tambour. On va dire en fait que le costume c'est comme une protection, c'est comme une armure. Donc il a ses foulards multicolores, vous verrez dans le diaporama de Patricia, qui sont autant en lien avec les esprits. Il y a des clochettes pour faire partir les mauvais esprits. Il y a ce masque de bienveillance, vous verrez, c'est une espèce de sourire. Et il y a les chaussures de peau. Et en fait, le costume, c'est une protection, on va dire. Et le masque vous permet justement de mieux aborder l'invisible. Dans la mesure où vous n'êtes pas influencé par la réalité de votre œil, vous pouvez tout à fait plonger dans le voyage, sans être influencé par ce que vous voyez dans la réalité. Et c'est absolument pas dérangeant, on oublie complètement qu'on a un masque. Parce que très vite, on découvre une autre réalité comme si on voyait, en fait. On voit avec les yeux de l'esprit, mais on voit. Et donc, c'est le touchy, c'est le teneur qui nous habille, c'est-à-dire qui met le costume. Et après, donc, on vous tend le tambour. Et à partir de là, on commence à donner les premiers coups de maillotche. Et ça se fait tout seul, c'est-à-dire on se laisse emporter dans le voyage. On laisse faire. On appelle les esprits avec la maillotche. Et comme dit Inketuya, ça c'est intéressant, c'est la question du tambour, c'est que dans le néo-chamanisme, le problème, c'est qu'on appelle les esprits, mais on ne sait pas les faire repartir. Alors, tout le monde sait jouer du tambour, clac, 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 mais le problème, c'est qu'après, on fait quoi? Alors, des fois, parfois, il y a des gens qui ont des problèmes. C'est-à-dire, dans leur atmosphère, ils ont appelé les esprits, mais ils ne savent pas les faire repartir. Pour elles, c'est une des raisons pour laquelle on ne peut pas jouer n'importe comment du tambour. Simplement pour ça. Parce que les techniques qui s'inspirent du chamanisme, c'est quand même un ersatz qui fait que c'est différent du chamanisme traditionnel dans ce que ça comporte de relations, de visions. Ce sont des techniques, mais parfois on utilise des choses qui peuvent être un peu limites, je dirais. Parce qu'on a tendance à faire croire que tout le monde est chaman, que tout le monde peut prendre un tambour et qu'à partir de là... Là aussi, vous avez des gens qui font des choux-grottes, ça, qui vous disent qu'en 3 jours, vous pouvez être chaman. Ils font des stages, des trucs. Mais moi, je privilégie vraiment le travail de réparation et la relation individuelle par rapport aux gens qui ont besoin d'aide. Parce que pour moi, si on commence à s'amuser à jouer du tambour, alors bien sûr, on peut vendre des stages très chers, hein, ça peut être tentant, on va dire. Mais par rapport au respect de soi-même, pour moi, c'est pas quelque chose de juste, je dirais. Mais il y a des gens qui le font. S'ils sont bien avec leur conscience, qu'ils le fassent. Moi, je le fais pas. Justement, dans un autre livre qui s'appelle Le chaman et le psy de Laurent Huguely et d'Olivier Chambon, Oui. Il est question d'occidentaux qui vont se faire chamaniser. Et puis en fait, ça ne correspond pas à leur psyché d'occidentaux et ils reviennent habiter de choses indésirables. Et ensuite, il faut faire appel de nouveau à un chaman pour enlever ces entités. Donc là, il y a vraiment un dommage qui est causé. Hein. Donc, est-ce que un demandeur, tu lui expliques ce qui va se passer et, est-ce qu'il y a une préparation du demandeur lorsqu'il vient demander une réparation? Quand il veut jouer du tambour, tu veux dire? Non, quand il vient pour un soin. Pour un soin, déjà, je lui dis qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, donc ça calme. Et puis, je sonde aussi sa demande et sa sincérité. Et comme je vous dis, il y a des gens qui ne veulent pas abandonner leur souffrance. Et là, il faut bien sentir la limite. Parce qu'il y a la formulation parfois d'une demande, et vous sentez de manière sous-jacente que on rencontre un mur, on rencontre un obstacle. Et à partir de là, donc, c'est aussi le rôle du chaman de lui faire prendre conscience de sa limite.
C'est-à-dire ça demande au demeurant elle est comme ça, mais dans son inconscient, c'est peut-être pas tout à fait comme ça. Il y a aussi il y a quelque chose de l'ordre du psychologique. Le chaman, il doit aussi sonder les limites psychologiques de la personne qui vit en face de lui. Le psychologique, c'est les premières couches de l'inconscient, c'est très très important, quoi. C'est aussi important que le reste. Le chaman doit être un bon psychologue, justement. Il doit savoir à qui il a affaire. Alors, comme nous avons énormément conversé, mais maintenant je pense que ce serait à vous de poser des questions. Donc la parole est maintenant à vous. Au risque de vous choquer, j'en suis désolée d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait assimiler le chaman à un gourou? Ah non, surtout pas. Bon, j'ai dit au risque de vous choquer, et c'était pas mon objectif. Non, parce que comme je vous ai dit, le chaman c'est un intermédiaire. Oui, Donc si s'érige en gourou ou en pape, ça veut dire qu'il est complètement à côté de la plaque. d'accord. Donc il n'y a pas de rapport dominant-dominé. Non, Bon, voilà. le chaman est avant tout là pour servir. Oui, Ça, c'est ça important. je l'ai noté, oui. Ouais, vraiment. Ok. S'il a la grosse tête, ça marche pas. Qu'il Justement, soit c'est vraiment un acte d'humilité de chamaniser. Oui, puis qu'il soit psychologue, vous avez dit aussi. Oui, qu'il sache voir. Qu'il sache ouais. effectivement, à travers les paroles de son interlocuteur. Comment on dit un interlocuteur, la personne qui vient le voir? On ne dira pas un patient, parce que c'est quoi? Oui, le demandeur, voilà. Demandeur. Oui. Ok. Ouais. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonjour, bonsoir. Bonjour. Je Bonsoir. voudrais connaître la signification du titre de votre livre. Pourquoi avez-vous intitulé votre livre « La chamane qui lit sur les visages » Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, Merci. c'est que très vite, les gens, enfin, parce qu'on est dans une tribu, on est dans un camp, et les gens du camp sont venus très vite me voir pour que je les chamanise. Et en fait, ils m'ont donné un surnom. Ils m'ont appelé la chamane qui lit sur les visages. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup honorée. Et c'est d'où le titre du livre. C'est les Mongols qui m'ont donné ce nom-là. Allez-y. Hein. Ou des commentaires? Oui. Ne bougez pas. Oui, bonsoir. Je ne vous vois pas, mais bon, voilà. Je voulais vous demander, je suis arrivée un petit peu en retard. Oui. Vous êtes resté chaman combien de temps en Mongolie? Alors, comme j'ai dit, on est chaman. Et Oui. donc, ma pratique, je dirais, je la peaufine, je l'expérimente. Chaque année, je vais en Mongolie. Chaque année, oui. Mhm. Et la première fois, vous êtes resté combien de temps? La première fois, je suis restée un mois. Ah. Et j'y suis allée en différentes saisons. En plein hiver, quand il fait moins 50. En plein été, alors l'été, c'est jamais sûr. Par exemple, l'été dernier, il a fait que pleuvoir. Et parfois, on a des beaux étés. Et j'y suis allée aussi au printemps, quand la glace commence à dégeler aussi. C'est un beau spectacle. Vous avez nommé tout à l'heure, madame, quelqu'un qui est en Suisse, qui fait des stages en France. Et donc, apparemment, il me semblerait que ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez connu en Mongolie. Bah, c'est là où je fais une différence entre le chamanisme et le néo-chamanisme. C'est-à-dire, on peut mettre, soi-disant, au service des gens, des techniques qui s'inspirent du chamanisme. Oui. Mais ça n'a pas de commune mesure que boire à la source, je dirais. Oui, tout à fait. Mais les gens sont très friands de ce genre de stage. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Oui, oui, malheureusement. Enfin, heureusement et malheureusement, parce que comme vous le disiez à juste titre, à nous de faire le tri. Oui. C'est ça. Effectivement. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que ça se comprend aussi dans cette société Oui, tout à fait. occidentale qui peut être aussi en recherche de pouvoir. Exactement. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. On est flattés. Oui, oui. Bien, merci. Merci à vous. Autre
d'autres interventions? Oui, s'il vous plaît. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une chose que j'ai pas très bien compris. Vous avez parlé de groupe et ensuite de relations singulières avec des demandeurs. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le tipi, tout le monde est assis en cercle. Et après, donc vous avez par exemple, on est là, et vous allez me poser une question. Et tout le monde va l'entendre. Donc c'est comme ça que ça se passe dans le tipi en Mongolie. Oui, non mais vous, la façon dont vous pratiquez. La façon dont je pratique. Donc, Mais où? Bah, en France. Alors en France, c'est en cela seul. En cela seul. Oui, oui. Et pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus adapté à notre besoin d'intimité d'occidentaux. D'accord. Très bien. Il y a des gens qui seraient tout à fait gênés qu'on leur parle de leurs problèmes devant tout le monde. Enfin, je pense. Visiblement, Les Mongols, ça les gêne aussi, pas. puisque vous avez dit qu'ils avaient quitté la séance où vous aviez reçu un groupe. Mais ça, c'est autre chose parce que c'était en pleine cérémonie et là, il y avait des extravagances avec des gens qui se roulaient par terre, qui criaient. Et les Mongols, comme ils sont assez pudiques, ça les a choqués. C'est-à-dire que, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, mais ça, vous ne pouvez pas prévoir à l'avance. Non, jamais. Mais là, c'est un cas, voilà. Donc, autant être en relation singulière. Non, non. Non, parce que le sens du collectif en Mongolie, on n'existe pas de manière individuelle. C'est le collectif qui prime. On fait tout ensemble. Donc, on a une civilisation particulière. Nous, Européens, oui, beaucoup plus individualistes. Très bien. Oui, oui. Oui, bonjour et merci pour tout ce que vous avez dit et puis pour ce que vous êtes également. Merci. Une question que j'aimerais savoir si vous faites un distinguo entre le chamanisme Oui. tel que vous le pratiquez et les médiums guérisseurs. Alors, d'une manière générale, le médium est beaucoup plus passif. C'est-à-dire qu'il reçoit, mais s'il est guérisseur, je ne connais pas trop la question, ça serait difficile pour moi de le dire. J'avoue que je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça. Pour moi, il y a différentes formes de médiumnité. Là, vous dites médium et guérisseur. Médiums Déjà, guérisseurs, bien souvent les médiums sont guérisseurs. Ouais. Simplement, certains choisissent Ouais. de pratiquer la guérison, Voilà. suscitent l'auto-guérison, et d'autres pratiquent leur médiumnité d'une façon complètement différente. Et vous le disiez d'ailleurs il y a un instant, il y a plein de médiums qui ont des pratiques totalement différentes. Oui, oui. Moi, si vous voulez, c'est le chamanisme qui est venu à moi dans sa forme, donc il faudrait en parler avec un médium guérisseur, ça serait intéressant. Je pense que c'est tout à fait un parallèle possible. Oui. Oui, oui. Mais en même temps, la manière dont canalise le médium, est-ce que c'est de la même manière que le chaman? Je ne sais pas. Ce sont des intermédiaires. Mais dans la forme, je ne sais pas. Non, ça serait intéressant d'en parler, en effet. Intermédiaires et au service des autres également. Oui, oui, oui. Non, mais pourquoi pas? C'est une autre forme, en effet, de venir servir son prochain. Merci. D'autres questions? J'ai feuilleté votre livre dont vous parliez et à un moment donné, je suis tombée sur une phrase qui disait simplement que les sorciers n'étaient pas des chamans. Oui. Moi, je trouve très proche parce qu'il y a des sorciers qui se connectent aux 5 éléments et ça dépend ce que l'on met sous le mot sorcier. C'est-à-dire, dans la sorcellerie, il y a une volonté à toute fin d'aboutir. Alors que dans le chamanisme, il y a une forme d'écoute et de respect, justement, de la réponse, qui fait que c'est différent. Le sorcier, il veut à toute fin obtenir son résultat. Et puis, c'est une question d'état d'esprit. Le chaman, il est vraiment dans un rôle d'humilité, de service. Subtilement, c'est pas du tout du même ordre. Même si quelque part, on fait aussi appel à des esprits, mais c'est pas du tout du même ordre dans l'intention qu'on pose, justement. Dans l'intention volontaire que va poser le sorcier. Le chaman, il n'est pas dans l'intention volontaire. Il va poser une intention,
Et quelque part, il va avoir un retour ou pas sans obligation de résultat. Mais en quelque sorte, il ne va pas forcer le destin. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, mais pour moi, c'est quelque chose de... c'est une nuance importante par rapport à ça. Non, c'est simplement que pour moi, je n'avais pas cette notion d'obligation de résultat pour un sorcier. Pour moi, ça n'était pas quelque chose comme une vérité. Voilà. Mais je ne sais pas, c'est à creuser. Moi je dirais que toute la différence, c'est dans l'attitude volontaire. C'est là où, pour moi, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que le chaman pose une intention, mais... alors c'est paradoxal, mais il ne le pose pas forcément avec sa volonté. Avec son ego aussi. C'est plus de l'ordre de la prière, le chamanisme. Et la prière, c'est l'abandon. C'est pas la volonté autonome qui veut obtenir à toute fin un résultat pour, je sais pas, avoir plus d'argent, trouver des places de parking, parce qu'il y en a qui font ça. Voilà. Il y a une espèce d'abnégation dans le chamanisme que le sorcier n'a pas. Enfin, dans la manière dont je vois la chose. On peut aussi préciser qu'il y a différentes formes de sorciers, puisque le mot sorcier veut dire celui qui se relie à la source de toute vie, hein, pour un développement corps, âme, esprit relié au spirituel aussi. Parce que cette notion de réparation, c'est vraiment aller dans le sens de la destinée de celui qui vient à vous, en quelque sorte. Le sorcier, c'est comme s'il y avait un toujours plus. Enfin, on peut demander tout et n'importe quoi. On veut obtenir quelque chose. Et le chaman est toujours respectueux, on va dire, du sens de la ligne de vie. Il ne va pas en rajouter. S'il ne le sent pas, si ça va, il ne le fait pas. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je procède. Si pour moi, c'est une demande qui vient de nulle part, enfin, qui est comme ça, comme un caprice, je ne fais pas. Une dernière question. Bonsoir, merci. Bonsoir. J'avais une question, je voulais savoir si à votre tour vous envisagiez d'enseigner ou enfin c'est peut-être pas le terme juste, de transmettre. À un moment, Iketuya dit que ça viendra, c'est-à-dire que vous avez en effet des gens que vous reconnaissez chamans et vous pouvez à un moment, ça peut se présenter. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait, mais peut-être ça viendra. Mais c'est une attribution, en effet, du chaman qui est là aussi pour transmettre sa pratique. Ouais. Sa manière d'envisager le chamanisme, même si les esprits vous enseignent. Pour garantir cette espèce d'intégrité face à l'autre qui va se trouver face à l'invisible, je dirais. Et quelle est la différence entre le chaman amérindien et le chaman mongol? Alors au niveau des pratiques, c'est pas tout à fait la même chose. Donc déjà, le chaman sibérien ne prend pas de psychotropes, comme le chaman amazonien. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les pratiques amérindiennes. Il n'y a pas de hutte de sudation. C'est beaucoup moins romantique, je dirais. Il y a un côté, là on est bien à l'est, il y a un côté brut de décoffrage, où vraiment c'est le tambour, le sac de cérémonie et la présence au monde de l'invisible. Comme s'il n'y avait rien de superflu. Déjà, alors aussi on ne va pas utiliser la sauge, parce qu'il n'y en a pas. On va utiliser le genévrier aussi. Il y a une petite nuance comme ça. Mais c'est beaucoup plus minimaliste, je dirais. Alors donc la toute dernière chose, c'est est-ce que tu peux nous préciser comment te trouver? Alors comment me trouver? Vous êtes là, c'est déjà bien. Et après
Moi je dis si quelqu'un doit me trouver, il va me trouver. Donc vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Messenger, si vous tapez mon nom. J'ai eu des messages, parce que j'ai fait une émission de radio en février, où des gens m'ont contacté via Messenger. Après ça peut être le bouche à oreille. Moi j'aime bien l'histoire du jeu de piste, parce que quelque part il y a une sorte d'écrémage qui fait que les gens qui viennent à moi doivent venir à moi. Je ne suis pas pour une espèce de surenchère du tout venant. D'ailleurs, vous avez trouvé l'information. Voilà, c'est ça, vous êtes là. C'est l'essentiel. Non, il y a beaucoup de simplicité dans le chamanisme. On a tendance parfois à faire quelque chose d'un peu, enfin, à y voir quelque chose d'un peu occulte. Je vous dis, avec cette image de la transe, beaucoup d'idées reçues. Alors que c'est beaucoup plus simple quand on le pratique. Et je vous dis, donc justement dans le néo-chamanisme, il y a beaucoup d'hurluberlus. Donc, par exemple, là j'ai été gênée, enfin, je ne voulais pas forcément dire que j'avais eu un prix, mais j'ai eu le prix du livre chamanique 2019, mais c'est un festival néo-chamanique qui me l'a donné, et je me suis refusée à y aller, parce que je ne me reconnaissais pas. Voilà. Voilà. Merci à vous. Vous pouvez venir vers Brigitte, dédicacer son livre. Et merci à Valérie également. Merci.